mouche. Bien, alors, aujourd'hui on fait le pont. On fait le pont entre deux ouvrages. L'ouvrage s'appelle Les Argonautes du Pacifique occidental de Malinowski, 1921, et un ouvrage que Marcel Mauss produit 2 ans après, qui s'appelle L'Essai sur le don, qui est en fait une série d'articles 1923-1924, mais enfin peu importe. C'est 2 articles. L'Essai sur le don, qui reprend immédiatement les données de notre ami Malinowski. Et ce qui est intéressant, c'est que on a là vraiment celui qui produit l'ethnographie, même si lui aussi produit l'interprétation, il livre l'ethnographie, dont se sert l'anthropologue, c'est-à-dire celui qui va interpréter et rapporter ce qu'il observe, parce les observations qu'on lui livre, ou qu'il les collecter lui-même, à une théorie de la culture. Alors, ça implique un certain rapport à la vérité, au réel, qui m'intéresse. D'abord, je le répète, l'anthropologie ou l'ethnologie ne sont pas des sciences expérimentales. On ne crée pas de situation expérimentale pour valider des hypothèses à travers un protocole. Il y a un travail d'ethnographie qui est fait dans un premier temps et qui consiste en de l'observation et de la collecte. On collecte des données d'observation. Cette collecte de données d'observation, elle peut être, en fait, elle doit être toujours à la fois objective et subjective. Alors, je vous donne un exemple. Je peux savoir sur une zone donnée, sur une temporalité donnée, le nombre de cérémonies religieuses qui ont eu lieu et combien de personnes y ont assisté, par exemple. Ça peut donner lieu à une recension, à un recueil objectif de données. Je peux aussi regarder qui y participe, les statuts, les postes, les officiants, etc., et donner une description la plus objective possible de ce qui s'y passe. Je peux comparer cette période à une période précédente ou à une période similaire sur une cohorte comparable sur un autre territoire. Mais, à l'intérieur de ça, intervient, à minima, une dimension subjective. Et ce, sous deux formes. La première forme, c'est que si je veux comprendre la signification, les émotions, les valeurs que les personnes placent dans la pratique cérémonielle, dans la pratique religieuse, il va falloir que je leur pose des questions, que je parle avec eux, que je tâche de les comprendre. Et là, on va sortir de l'objectivité pour rentrer dans une relation intersubjective, dans laquelle je vais tâcher d'être le plus neutre possible et de me polluer le moins possible à partir de mes représentations. Néanmoins, pour être au maximum honnête et fiable, il faut que je décrive ce que moi j'ai investi là-dedans. Premier point. Deuxième point, et qui est inexpugnable, on doit faire avec, le choix des items, le choix de ce qui est observé et mesuré, relève d'un choix qui, pour tout ou partie, est subjectif. Par ailleurs, la formulation des questions est aussi subjective. Par conséquent, pour obtenir une ethnographie qui soit la plus fiable possible, il faut à la fois produire un maximum de données objectives qui soient vérifiables par quelqu'un d'autre, mais encore être capable de dénoncer tous les biais subjectifs qu'on a importés dans le terrain. Biais subjectifs qui, en plus, vont dans les deux sens. Non seulement parce que soit on apporte des représentations, des valeurs, des manières de comprendre, des réactions, etc., qui sont propres, mais encore parce qu'on modifie le terrain par la manière dont on est perçu. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise.
Moi, dans mes terrains, par exemple, en tant qu'anthropologue, j'ai été identifié à peu près comme tout. Mais là, je vous le dis juste pour la blague, et c'est vrai, j'ai été suspecté d'être juif, identifié comme chrétien, catholique pratiquant, parce que je ne suis pas du tout, je ne suis pas baptisé, j'ai aucune éducation religieuse, et suspecté, là encore, d'être musulman. C'est fou, hein? Les trois, évidemment sur des terrains différents. Le plus rigolo, c'était juif. Parce que j'étais suspecté d'être juif dans des communautés évangéliques bizarres, évangéliques catholiques roumaines. Bon. Et on essayait de me piéger. Hein. Est-ce que tu penses que Jésus est un prophète? Alors là, si j'avais répondu oui, heureusement j'ai dit j'en sais rien, non, sûrement pas. Je m'en fous, ouais, c'est pas... Et parce qu'il fallait répondre que c'était le Fils de Dieu. C'est le truc. Mais aussi, par exemple, à New York, dans des communautés juives, où comme j'avais un chapeau Stetson et la barbe, on me prenait pour juif. Et voilà. Bon. Musulman, c'était aussi à cause de la barbe. Pour le coup, dans des terrains dans l'Aube. L'Aube, c'est un département français, pour ceux qui ne sauraient pas. Et catholique, c'était dans mes terrains chez les Coptes. Où là, j'ai beau avoir dénoncé ces mensonges sans arrêt, je ne suis pas catholique, je ne suis pas venu témoigner avec vous, je ne suis pas venu communier avec vous. C'était impossible. J'étais un catholique venu communier avec eux, point, c'est tout. Et comme en plus, élevé en France, ayant fait des lettres des humanités, j'étais capable parfois de leur expliquer les paroles du Pope. Parce que là, le Pope dit qu'il faut être un peuple de Saint-Jean-Baptiste, ma voisine a dit ça veut dire quoi, je lui explique. Alors là, c'est foutu. Vous êtes complètement un catholique venu communier, point, c'est tout. Donc, si je veux être capable de faire la transmission la plus honnête de la donnée observée, je dois transmettre ce qui est objectif, donner mes conditions d'observation, dire quel biais j'ai apporté, dire à quel biais j'ai été confronté. Vous avez donc affaire à une discipline dans laquelle le maximum de rigueur peut être atteint non pas dans la fiction d'une objectivité qui ne peut jamais être totale, mais d'abord dans le mix des deux, et ensuite dans un examen attentif de tout ce qui peut biaiser l'observation et l'interprétation. C'est un sujet dont je peux parler d'autant plus facilement que n'étant pas du tout un anthropologue de bibliothèque, ayant fait énormément de terrain, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté sans cesse, sans arrêt. J'ai un autre exemple comme ça, qui n'est pas un exemple unique, hein. Dans des quartiers dits politiques de la ville, quartier QPV. C'est beau comme nom, hein, QPV. En gros, ça veut dire des quartiers massacrés par des politiques sociales, qu'on appelle politiques de la ville. Il m'est arrivé régulièrement qu'on mette plusieurs mois avant d'accepter de répondre à mes questions. Parce qu'étant sociologue, là par exemple, identifié comme sociologue, il était évident que j'étais du côté des institutions qui étaient, elles, identifiées comme étant ennemies. Et donc on n'allait sûrement pas me transmettre des informations. De la même manière, quand je travaillais toujours sur ce groupe de Roumains dans un centre d'accueil d'urgence Rome, l'équipe de l'association qui s'occupait de leur encadrement était tellement en souffrance professionnelle que je n'ai pas réussi à faire en sorte qu'ils arrêtent de me traiter de psychologue. Ils ont considéré du début à la fin, c'est un travail de 2 ans, hein, que j'étais psychologue. Voilà. Point. Et je t'ai marqué, et ça ne pouvait pas s'en empêcher. Mais toi qui es psychologue, tu pourrais pas me dire ce que tu penses de cette situation-là? Et ensuite, effondrement en larmes, bref. Voilà. Oui, parce que quand on maltraite les gens, souvent on n'est pas heureux. Mais je ne vais pas vous en dire plus sur ce sujet. Nous retournons à ce pont entre celui qui produit l'ethnographie, en l'occurrence, il ne produit pas que ça, mais c'est de ce dont Mauss va s'emparer, et celui qui va rapporter ces faits à une théorie de la culture. Voilà, c'est à ça qu'on s'intéresse aujourd'hui. Alors, la séance dernière, on a un petit peu décrit ce que Malinowski observe dans les îles Trobriand à travers sa description de la Kula. Maintenant, on va voir ce que Mauss retient,
Ce sera la première partie du cours. Qu'est-ce que Mauss retient de cette description? Qu'est-ce qui lui semble particulièrement pertinent à observer? Dans un deuxième temps, quelle théorie il produit à partir de l'interprétation de ces faits? Et dans un troisième temps, si on a le temps, mais je pense qu'on aura le temps, on parlera d'un autre système d'échange qui s'appelle le potlatch et qui est décrit par Marcel Mauss à partir d'ethnographies produites par d'autres dans l'essai sur le don. En gros, dans l'essai sur le don, il y a 3 systèmes d'échange principaux qui inspirent le travail de Marcel Mauss. Un système d'échange observé dans les îles Samoa. Pour ceux qui connaissent le rugby, vous savez où c'est, pour les autres, vous regarderez. On passe de la Polynésie à la Mélanésie pour parler des Trobriandais. Et enfin, on va parler, à la fin, des Amérindiens, Tlingit, Aïda et Kwakiutl, de la Colombie-Britannique. Voilà, donc c'est avec l'exemple du potlatch. Donc c'est 3 types de faits. Ensuite, il va rapporter énormément d'autres faits tirés du droit germanique, du droit chinois, du droit hindou. Mais principalement, on va observer 3 systèmes d'échange dons. C'est ces 3-là. Samoan, Trobriandais et Amérindiens. Cette gourde fait le bruit d'une espèce de lame qu'on tire de son fourreau. Je sais pas, c'est parce que j'ai trop utilisé, je crois. Ah ouais, c'est étonnant. Ça fait des années. Ce qui serait plus marrant, c'est un sabre qui fasse un bruit de gourde quand on l'ouvre. Bref, pardonnez-moi. Non mais, vous savez que c'est le dernier cours, et le dernier cours, je suis toujours ivre de mes propres paroles, c'est la pire ivresse possible. Donc ça part un peu dans tous les sens. C'est ainsi. C'est ainsi. Alors, le premier point, probablement, que note Marcel Mauss à propos de la Kula, telle que décrite par Malinowski, c'est la complexité. C'est la complexité. On n'a pas du tout affaire à un système simple ou qui pourrait s'expliquer rapidement. Il y a tout un ensemble de règles, un genre de système juridique qui préside à l'échange. Règles qui sont esthétiques, religieuses, diplomatiques, sociales, ce qui permettra plus tard à Marcel Mauss d'appeler ça un fait social total, c'est-à-dire un fait social qui exprime à la fois toutes les institutions d'une société. Mais ce n'est pas de ça dont on parle maintenant. On revient sur la complexité juridique. Et pour ça, il suffit de donner un exemple. Par exemple, imaginons, là, vous qui êtes juste en face de moi, on veut commencer un échange Kula. Enfin, j'aimerais bien commencer avec vous un échange Kula. Alors, je vais essayer de vous convaincre en vous envoyant des dons sollicitoires, des petits dons. Et là, vous avez 2 choix, vous pouvez 3. Vous pouvez ne pas me les rendre du tout. Vous pouvez me rendre des dons sollicitoires de même valeur, et quand on commence rien, ou m'offrir un premier cadeau Kula qui a un statut juridique particulier. Et moi, à ce moment-là, je vous fais un contre-don Kula qui aura aussi un statut juridique particulier, avant que nous puissions enfin rentrer, pour la vie, dans une relation d'échange Kula. D'accord? Donc, ne serait-ce qu'au début, il y a déjà 3 types de biens, plus les biens accessoires qui justement sortent de la Kula et s'en distinguent. Mais une fois qu'on est rentré, on va avoir des biens de valeurs différentes, qui s'échangeront de manière différente, des biens qui vont s'échanger comme pour demander un crédit, des biens d'attente. Donc vous avez en fait un système complexe et donc en d'autres termes, n'imaginez pas que c'est parce que c'est une société dite traditionnelle, c'est-à-dire qui n'a pas d'État détaché pour rassembler les fonctions administratives et qui n'a pas de secteur économique détaché du reste de l'activité sociale. En gros, tout acte économique a d'abord et avant tout une valeur sociale et culturelle, que leur système d'échange est un mode d'échange simple. C'est pas du tout simple. C'est très régulé, très complexe. Ça n'a rien à voir avec
la figure fantasmée qu'on peut se faire d'une relation de troc dans une société primitive. Cette vision d'ailleurs est totalement fausse. C'est une falsification ad hoc produite dans certains cours d'économie pour expliquer qu'il y a une espèce de création naturelle du marché. Au commencement étaient les petits groupes, dès qu'ils commencent à se spécialiser, ils troquent. Et comme le troc c'est compliqué, on crée le marché. C'est une vision qui est jolie sur le papier, mais qui est radicalement fausse. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait un système de troc organisé, en réalité, il faut un secteur économique qui est déjà détaché et qui autorise chacun à, dans une action qui n'est qu'économique, disposer de ses propres biens comme il l'entend pour les échanger comme il l'entend avec quelqu'un. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il faut que chacun se sente autorisé à produire une évaluation personnelle de la valeur d'un bien. D'accord ? Sans ça, il n'y a pas de troc, il y a échange ritualisé. Donc en fait, le troc n'est possible que dans un cadre qui est déjà quasiment de l'économie de marché. Et pas du tout dans une société traditionnelle qui ne distingue pas les secteurs, par exemple, sociaux et économiques, et religieux, et diplomatiques, et artistiques, etc. etc. Bien. Ça va ? Bon. C'est quoi l'échange rituel ? Un échange rituel, c'est par exemple un échange dans lequel deux groupes, deux communautés, deux familles établissent entre elles que, je sais pas moi, à tous les automnes, on se retrouvera pour échanger une partie de la moisson. Les uns donneront du bétail, les autres donneront du poisson ou du grain. On échangera de manière codifiée telle quantité contre telle quantité, sans pour autant d'ailleurs que ça soit nécessairement établi par contrat. On échangera les hommes et les femmes, on échangera ceci ou cela, enfin peu importe, mais c'est vraiment un système dans lequel, à la fois pour la valeur d'échange, la valeur d'usage, la valeur d'estime, pour des raisons diplomatiques, pour des raisons sociales, peut-être même pour des raisons d'optimisation du stock biologique, de patrimoine génétique, on produit de l'échange. Et pas une espèce de négociation autour de tiens, contre ta bouteille d'Évian, est-ce que je te donne un ou deux ou, voilà. On n'est pas dans cette position-là. Alors, de deux choses l'une, soit on appelle troc tout et n'importe quoi, soit on appelle troc ce que nous appelons troc aujourd'hui, auquel cas il faut absolument l'exclure du mode de fonctionnement de la plupart des sociétés traditionnelles. Des modes de troc peuvent exister, ils sont plutôt rares, et ils correspondent à ces sociétés dans lesquelles on a déjà accepté l'idée que, par exemple, un individu pouvait disposer individuellement de la production collective. D'accord ? Ça veut dire déjà qu'on n'est pas dans une société de communisme primitif, par exemple. Bien. Pour le dire autrement, cette théorie un peu alambiquée et qui n'est fondée sur aucun terrain, aucune description, est complètement pro-domo. En fait, elle consiste à dire que, dans le fond, la libre fixation des prix et la valeur d'estime, c'est quelque chose qui s'est créé historiquement, naturellement, dans une espèce d'évolution anthropologique inarrêtable. C'est en fait immédiatement un propos de justification qui est basé sur aucune forme de réalité tangible. Et historiquement, il me semble, c'est une mauvaise lecture et une lecture un peu malhonnête d'un propos d'Adam Smith qui pérore sur le sujet. Mais je l'ai tellement entendu comme babubi bobu appris par des élèves en terminale économique et sociale que je me permets de mettre un petit coup de point au passage. Enlever cette fausse idée du champ des représentations disponibles. Bien. Alors, premier point voilà, qui surgit, c'est la complexité de l'échange. Deuxième point qui lui est immédiatement connexe, c'est que dans cet échange coup-là, et ça il fallait aller chercher chez Malinowski parce que c'est vraiment un petit passage, il existe un moment dans lequel on met en scène une forme de dédain et de grande libéralité par rapport à l'échange et à ce qui est échangé. Donc, un partenaire Kula a fait part publiquement d'une expédition à venir, réexposé les objets, fait une cérémonie religieuse, financé une expédition, fait l'expédition, refait une cérémonie religieuse, en grande pompe, amène l'objet et fait des poèmes pour raconter l'objet,
en grande pompe, raconte comment est-ce que la cérémonie est particulièrement adoucie, en dehors des mœurs du commerce, en dehors des mœurs de la guerre. Et à ce moment-là, au moment où l'objet va être échangé, passé de main en main, on change complètement de registre. Ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, littéralement. On balance l'objet au pied de l'autre en disant bah ouais, tu vois, c'est un petit truc. Voilà, c'est un machin. En passant, je te le laisse, quoi. Voilà. Et l'autre dit ah ouais. Et il attend un long moment avant de le prendre, presque par dépit. Une fois que vous serez parti, il le célébrera, il le mettra en valeur, il le mettra dans une petite case qui lui fera musée. Enfin, il racontera toute l'histoire que vous lui avez racontée sur l'objet, il le mettra énormément en valeur, mais pendant un temps donné, on met en valeur le fait que une des personnes se débarrasse avec grande libéralité et dédain d'un objet, sans rien attendre en retour, et l'autre le prend comme ça, en respectant la tonalité de ce moment-là. Alors, toujours spécifiquement sur la Kula. Mauss nous dit, dans le fond, on doit apercevoir que les valeurs à l'œuvre dans la Kula sont présentes dans tous les secteurs de la vie sociale. Toute la vie sociale est imprégnée par la Kula, en fait. La Kula n'est pas une activité marginale qu'on fait et où c'est pas le carnaval, par exemple. C'est pas un moment dans l'année où on renverse tout. C'est central et toutes les valeurs qui sont dans la Kula se retrouvent dans tous les secteurs de la vie sociale. Alors par exemple, il existe des systèmes non formalisés d'échange entre les agriculteurs et les pêcheurs sur les îles Trobriand, et où de manière régulière, rythmée dans l'année mais non formalisée, les uns déposent une partie de leur récolte chez les pêcheurs et les pêcheurs déposent une partie du produit de la pêche chez les agriculteurs. De la même manière, comme je vous l'ai expliqué en lisant Malinowski la séance dernière, de manière là encore non obligatoire mais en réalité obligeante, les riches doivent répartir dans des grands dons, des grandes dispensations de biens, de moissons aussi bien que de bâtis, enfin de tout ce qui est dispensable, leur richesse. Ce qu'on reçoit, on doit le faire circuler, on doit le mettre en circulation. Et à partir de là, Mauss va commencer à comparer à d'autres systèmes d'échange dons existants, même au-delà, sur la valeur générale du don. Donc il commence par nous dire, par exemple, attention, par exemple chez les Polynésiens, mais encore dans d'autres systèmes observables, débit et crédit, emprunteur et prêteur, c'est le même mot. On ne les distingue pas. Il n'y a pas de système d'opposition entre celui qui doit et celui à qui on doit. On utilise le même mot pour décrire l'un et l'autre. Parce que l'un et l'autre, en fait, entrent ensemble dans une relation réciproque et qui est une relation d'échange et pas une relation de dépendance, une relation de plus en plus asymétrique. Enfin voilà, ça nous est très étranger. Quand vous êtes en dette par rapport à une banque ou par rapport à quelqu'un, vous êtes particulièrement distingués. C'est deux situations sociales totalement différentes. Là, cette situation-là n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas pensable. Bien sûr que vous pouvez être en débit et qu'il vous faut rembourser un bel objet, etc. Mais néanmoins, la culture propose dans le fond le même mot pour décrire l'un et l'autre. C'est une situation d'échange. Il nous cite par ailleurs d'autres systèmes culturels qui mettent en garde contre ce que serait un pur don, un don qui n'est pas remboursable. Il faut absolument que le don puisse être rendu. Il faut absolument qu'à un moment donné se crée une situation d'équivalence entre celui qui donne et celui à qui on donne.
qui devra devenir celui qui rend, et l'autre celui à qui on rend. En d'autres termes, il nous dit que la charité ou le don gratuit sont des figures de l'imaginaire chrétien, mais n'ont rien à voir avec ce dont on est en train de parler. On ne donne pas sans rien attendre en retour, on donne en attendant en retour, non pas pour accumuler pour soi, mais pour créer une circulation. Voilà, la formule, je pense, est excellente pour comprendre. On n'est surtout pas dans la position où on donner sans rien attendre en retour, on dirait une chanson de Florent Pagny. Non, on donne en attendant un retour, pas pour accumuler pour soi, pour faire circuler. Et dans le registre, c'est exactement le contraire de la charité. On ne donne pas à quelqu'un parce qu'on a pitié sans créer aucun lien avec cette personne. Là, dans ce système-là, si vous donnez de l'argent à un clochard, il faut vous attendre à voir le lendemain le clochard venir chez vous et vous rendre quelque chose. Sinon, ça ne colle pas. Il faudra que vous retournez le voir pour lui redonner. Il lui reviendra vous voir pour vous redonner, etc., etc., etc. C'est une circulation de biens sous la modalité de l'échange. Et l'ambition de Marcel Mauss dans l'essai sur le don, et il est parfaitement honnête là-dessus, c'est de s'inspirer de sociétés qui disposent de systèmes d'échange-dons de ce genre, c'est-à-dire de systèmes dans lesquels l'échange produit du lien social, produit de la cohésion sociale, pour transformer la société française. En partant du constat que on est incroyablement performant pour échanger, nos sociétés sont des accélérateurs de particules économiques, on ne cesse pas d'accélérer la transmission d'échanges, la transmission d'informations, de personnes, de biens, la circulation de biens, de personnes, d'informations, etc. Et en même temps, c'est prodigieusement inefficace en termes de production d'harmonie sociale, de cohésion sociale, d'équilibre social. En gros, il nous dit, on est des sociétés particulièrement peu performantes de ce point de vue-là. On produit beaucoup de richesses, mais avec un tel niveau d'échange social, atteindre si peu de cohésion, c'est complètement fou. Au regard de la principale fonction des systèmes d'échange qu'on observe dans ces sociétés-là, qui est peut-être d'abord et avant tout de produire de l'équilibre social et de l'harmonie, de la bonne vie. Et Marcel Mauss est parfaitement honnête sur la question. Il va chercher des exemples dans ces sociétés-là pour instruire le débat de l'époque et pour susciter des nouvelles propositions d'économie mutualiste, d'économie coopérative et d'économie qui s'approche de formes de ce que propose le socialisme associationniste. Voilà, c'est ça son objectif. C'est ça son biais, si vous voulez. Mais biais avoué, à moitié pardonné, n'est-ce pas ? Bon. Donc, complexité des règles, apparente libéralité, imprégnation de la totalité de la vie sociale. Passons maintenant à l'esprit de l'objet. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Malinowski décrit le fait que l'objet a en quelque sorte une autonomie, il veut circuler et il peut punir ceux qui s'opposent à sa circulation. Mauss va se servir de la comparaison pour essayer d'enrichir la compréhension de ce fait-là. Et il va chercher chez les Maoris le concept de Ho, H-A-U, qui est littéralement l'esprit de l'objet, quoi. Et qu'est-ce que c'est que le Ho ? Au départ, c'est littéralement l'obligation conférée à travers le don de l'objet. Donc, imaginons 3 personnes. La première, la seconde et la troisième. La première donne à la seconde donne à la troisième rend à la seconde rend à la première. D'accord ? On prend cette circulation-là. Lorsque la seconde rend à la première après cette circulation-là, c'est le même Ho qui s'exprime que celui qui a été placé au début. En quelque sorte, au départ, l'esprit de l'objet, c'est simplement l'obligation, le fait qu'on oblige l'autre par ce don.
On l'oblige pas à, on l'oblige par. Et c'est sur ce support-là, cette obligation-là, que va se construire ensuite l'imaginaire qui va avec. Par exemple, Malinowski le mentionne, les mots insistent dessus. On va par exemple imaginer que l'esprit des objets type brassard, bracelet est plutôt féminin, tandis que l'esprit des objets colliers est plutôt masculin. Voilà. Et alors justement, ils s'attirent, ça fait qu'ils veulent circuler par espèce d'attirance en sens inverse. Et je soupçonne qu'en fait, Marcel Mauss insiste là-dessus uniquement parce que il s'est intéressé, c'est la première partie dont je vous parlais tout à l'heure, aux Samoans. Et chez les Samoans, dans la circulation des objets échangés se fait sur cette distinction-là entre objets masculins, c'est-à-dire des objets utilitaires, et des objets utérins, c'est-à-dire des objets à forte valeur symbolique. Des blasons, des tapis brodés de blasons, enfin des tapis, pardon, des nattes. Donc en gros, vraiment, on a un symbolique inscrit du côté du féminin, de l'utérus. Bon, ensuite, il revient sur le fait que la relation commerciale n'est pas évitée. Il peut exister des transactions commerciales faites à la marge des transactions Kula, mais elle est strictement délimitée et mise à l'écart. On le fait avant, après, mais surtout pendant la transaction Kula, on insiste sur le fait que ce n'est pas une transaction commerciale. On n'est pas dans le gimwali, pour reprendre le mot local. On n'est pas dans le commercial. On ne fait pas les marchands de tapis. Est-ce qu'il existe aujourd'hui en France, dans nos pratiques sociales, des choses qu'il est permis de donner et qu'il n'est pas permis de vendre? Permis du sens autorisé par la loi ou autorisé moralement? Les deux. Moi je dirais la prostitution par les rapports sexuels. Alors, vous avez effectivement toute une partie relative au corps qui est assez mal délimitée, puisqu'il est tout à fait possible de facturer des services sur le corps, a priori pas tous. Si vous faites tripoter par un ostéopathe, un chiro, un kiné, un proctologue, même les parties génitales peuvent être tripotées, et ces services peuvent être vendus. Mais effectivement, il y a un encadrement, une répression des échanges tarifés de prestations sexuelles. De la même manière, on ne peut pas vendre son corps, on ne peut pas vendre ses organes, et on ne peut pas vendre les enfants, on ne peut pas vendre son époux s'il ne nous plaît pas, enfin, on ne peut pas vendre les êtres humains en entier ou par morceaux. Il pleut, il pleut. Oh. J'envoie à travers ma mine dépitée une prière au Dieu de la pluie pour qu'il s'arrête, parce qu'il faut que j'aille à Montparnasse après. Et il faut que ça s'arrête. Alors, c'est un fait. Mais j'aurais tendance à vous dire que là, vous opérez un glissement. Je vous ai demandé s'il existait des objets. Ah, Oui. J'avais pas entendu. Ah bah c'est moi, je me suis mal exprimé. Alors je vous demande d'identifier des objets qui sont donnables, mais pas vendables. Oui. J'en connais pas, mais peut-être des objets religieux. Ben, pas en soi. Il faut qu'ils aient d'autres spécificités pour qu'ils ne soient pas vendables. Vous pouvez tout à fait acheter des objets religieux dans des boutiques faites pour ça. Il y en a dans Paris, il y en a des tonnes à Lourdes, il y en a devant toutes les églises. Vous pouvez acheter des objets, même dans les églises, vous pouvez acheter des objets religieux. En rapport avec la mort, genre, si tu as une urne avec de la cendre, tu vas pas vendre cette urne. Sauf si elle a une valeur. Ah ouais, ça. Elle peut même être achetée par un musée ou par une collection. Ouais.
Néanmoins, il existe de ce côté-là et de manière un peu plus large, des biens qui sont considérés comme inaliénables. Et donc, il existe des clauses d'inaliénabilité des objets qui concernent des biens publics nationaux, des biens publics régionaux, départementaux, correspondant à une église, des biens publics communaux. A priori, les biens publics sont considérés comme inaliénables, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les vendre, sauf à ce que ce qui a fait leur dotation, leur création, la cause disparaisse. Par exemple, vous avez offert, je ne sais pas moi, comme dotation avec une clause d'inaliénabilité, c'est-à-dire l'interdiction de vendre à une commune un lavoir. Bon, ben, le lavoir ne sert plus à rien parce que les gens lavent leur linge dans les machines à laver. Là, vous pouvez peut-être faire sauter, mais il faut passer devant le juge pour faire sauter cette clause d'inaliénabilité. Et ces clauses d'inaliénabilité, c'est joli le mot parce que c'est inaliénable, ça veut dire ne pas pouvoir rendre alien, c'est-à-dire ne pas pouvoir rendre étranger à soi-même, ne pas livrer à l'aliénation. C'est joli parce qu'on applique au bien ce qu'on applique d'habitude au travail. Ça existe dans le droit privé, vous pouvez tout à fait, par exemple, recevoir d'un parent un bien que vous n'avez pas le droit de vendre et que vous devez léguer par exemple à vos enfants. C'est qu'au moment du legs, on lègue avec une clause d'inaliénabilité, l'interdiction de vendre. On doit garder l'objet et ne faire que le donner selon un usage qui est déjà prescrit. Donc ça existe, c'est une mise à l'abri qui existe. Ce qui est intéressant dans notre vie, c'est qu'il y en a très très peu. Dans le fond, tout est vendable. Tout est vendable. Les biens de l'État sont vendables, on l'a suffisamment constaté ces dernières années. Les services de l'État, on peut les donner au privé. Les entreprises, évidemment, peuvent être vendues. Les maisons peuvent être vendues. L'air peut être vendu, l'eau peut être vendue, la terre peut être vendue, tous les animaux peuvent être, voilà, tout peut être à peu près vendu, bon, à quelques exceptions près. Ce qui est au centre de l'activité des Trobriandais, c'est plutôt le contraire, c'est une circulation d'objets qui ne sauraient être vendus. Voilà. C'est simplement ça qu'on vient ici relever. Alors que nous vivons dans une société dans laquelle on a immédiatement du mal à penser à ce qui ne peut pas être vendu, pour les Trobriandais, ce qui ne peut pas être vendu, c'est l'évidence. Immédiatement, là, on le sait. Ils vivent avec, au cœur de leur activité sociale, de l'invendable, qui ne peut être que donné. Voilà. Ça me fait rire parce que j'ai un beau-frère et une belle-sœur qui habitent dans le Pays Basque et qui sont... en ce moment, vent debout contre la spéculation immobilière au Pays Basque. Parce que c'est très embêtant, mais comme il y a de la spéculation immobilière, commencer par les Basques nécessairement, pour commencer par vendre, puis ensuite le tourisme, des trucs en Airbnb, les jeunes peuvent plus se loger. Et les jeunes paysans ont énormément de mal à trouver des terrains avec des fermes, etc. Et mis à part un système de taxes qui est complexe à faire, parce qu'il ne distingue pas les personnes, la seule solution pour éviter la spéculation, c'est rendre inaliénables les biens. Et ça, c'est extrêmement difficile dans notre société à nous. Quand quelque chose est à toi, tu as le droit de le vendre. Ça paraît évident. Faire perdre aux gens la possibilité de vendre leurs biens, vous comprenez immédiatement, intuitivement, que c'est extrêmement difficile, c'est impensable. Dans la société trobriandaise, c'est évident. Ce qui est au cœur de la relation, de l'existence sociale, de l'attribution des prestiges, c'est l'échange de biens qu'on n'a pas le droit de vendre. D'accord ? Bon. Je ris parce que tout à l'heure, avec vos collègues, on spéculait sur le fait qu'à la marge de ce qui est interdit de vendre, peut-être, parfois, on peut donner. Par exemple, on n'a pas le droit de vendre du hashish, mais est-ce qu'on a le droit de donner une boulette à son voisin ? Comme la possession sur soi d'une boulette de hashish n'est pas a priori interdite, le don, probablement, ne l'est pas non plus. On est vraiment à la marge. On est en fait dans le fait que quelque chose est interdit, la vente, il est possible qu'il demeure une forme d'autorisation implicite autour du don, mais pas une valorisation et une centralité de la pratique du don. Alors, un autre point que Mauss retient dans l'examen qu'il fait, c'est cette notion de circularité. Le cercle Kula, notion que développe Malinowski.
Circularité qui est loin d'être évidente quand on regarde la carte de l'archipel Trobriand et de leurs voisins immédiats, qui est loin de former un cercle. Mais il semble, si on fait confiance à Malinowski, que la modalité de représentation de cet échange est circulaire. Je me permets de mentionner ce que Mauss relève. Il serait intéressant aussi, mais on n'a vraiment pas le temps parce que le cours n'est pas consacré, on ne fait pas 13 séances sur Marcel Mauss, de relever ce que Mauss n'a pas retenu. Par exemple, chez Mauss, il n'est pas question des sorcières, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il n'est pas question de cette dimension-là. Il est peu question de l'âge à partir duquel on peut entrer en partenariat Kula, ou des choses comme ça, ou qui a le droit d'entrer, qui n'a pas le droit d'entrer. Là-dessus, Malinowski est quand même assez précis. En revanche, il serait faux d'accuser Mauss de ne pas avoir été sensible à la poésie et aux représentations artistiques mobilisées lors de l'échange Kula, tant en effet il s'appuie beaucoup dessus et sur les vers et sur les citations que fait Malinowski. Bon, il me semble qu'on a fait le tour de ce que relève Mauss dans l'examen des données prodiguées par Malinowski. Maintenant, passons à une autre étape consistant à voir comment est-ce qu'il le rapporte à une théorie de la culture sur les systèmes d'échange d'ondes. Voilà. Alors, il nous dit les choses suivantes. Dans un système d'échange d'ondes, on observe que les dons, les échanges, sont en apparence libres et gratuits et en réalité intéressés et obligatoires. Pas à travers la répression d'une police ou la sanction d'un appareil de justice, mais par un système d'obligation réciproque et de condamnation morale diffuse en cas de non-respect de l'obligation. Donc on a et vous vous souvenez de la première remarque sur la libéralité, en fait, le geste de dédain qu'on a quand on s'en débarrasse, comme si c'était rien. Ça a l'air d'un geste en apparence libre et gratuit, on met en scène cela, on met en scène ça, alors qu'en réalité, c'est un acte qui est intéressé et obligatoire. Obligatoire, je viens de dire pourquoi. Intéressé parce qu'on gagne du prestige et on évite la sanction morale. On évite d'avoir la tête pourrie par le haut, par l'esprit de l'objet. Donc c'est doublement intéressé. Attention, Marcel Mauss n'est pas du tout en train de dire dans toutes les sociétés on va trouver des systèmes d'échange d'ondes, il n'est pas en train de dire le système d'échange d'ondes est une structure universelle, il est en train de dire dans ces sociétés nous sommes en train de comparer des actions sociales comparables, des systèmes d'échange d'ondes, qui ont des fonctions sociales comparables, pas totalement assimilables, dans le but d'informer notre compréhension de notre système d'échange, dont on comprend à partir des autres exemples qu'en tant que système d'échange, il est très performant économiquement et totalement nul socialement. Pour inspirer des réformes du système d'échange, non pas pour nous transformer en Trobriandais, mais pour investir, rendre plus intelligentes les actions coopératives, associationnistes et mutualistes. Bien. Donc, triple obligation de recevoir, de donner et de rendre, apparemment libre et gratuite, et en réalité intéressée et obligatoire. De ça, il induira aussi,
À partir de ça, il construit une notion qu'il appelle le fait social total et qui décrit un fait social, une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui, qui exprime en même temps toutes les institutions d'une société. Et effectivement, dans une cérémonie Kula, vous avez toutes les institutions qui sont exprimées. Juridiques, règles de droit, religieuses, artistiques, diplomatiques, poétiques, tout ce que vous voulez. Maritime, technique. En gros, tout le produit du social est mobilisé lors de ces actions-là. Je reviendrai sur cette notion de fait social la semaine prochaine, tant elle implique une transformation de la manière dont on comprend les actions produites par les sujets sociaux. Pour vous le dire en un mot, à partir du moment où on comprend la notion de fait social total, on comprend que chaque action synthétise en elle-même toute ou partie des institutions existantes. Alors, on en parlera tout à l'heure quand je vous parlerai du potlatch, mais il nous parle aussi de prestation sociale totale, ce qui n'est pas exactement le cas dans la Kula et ce qui est le cas dans le potlatch. Qu'est-ce que c'est qu'une prestation sociale totale? C'est une prestation, un échange par exemple, qui implique non pas un individu mais la totalité du groupe. Bon. Là, c'est pas vrai. Il décrit des relations qui sont agonistiques. Agonistiques, ça veut dire qui sont dans une compétition, dans une forme d'affrontement. Il y a un affrontement pacifique, de don, de contre-don, de don, de contre-don, de don, de contre-don, de contre-contre-don, etc., etc., dans lequel on cherche quand même à écraser l'autre par la qualité de son don et à accumuler un maximum de prestige. Enfin, il va tirer un certain nombre de conclusions sur la notion de rythme, de régularité de l'activité sociale, de qualité de certains types d'activités sociales qui mettent la société en rythme, qui permettent de coordonner l'action sociale et de la rythmer de manière harmonieuse. Alors, maintenant je vais vous parler un tout petit peu du potlatch, qui est le dernier type de fait utilisé par Marcel Mauss pour décrire les systèmes d'échange long, et qui est le seul que je n'ai pas évoqué un peu longuement. Voilà. Alors, le potlatch, P-O-T-L-A-T-C-H, c'est un système d'échange dons observé en Colombie-Britannique au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, dans les nations Kwakiutl, c'est écrit au tableau, Tlingit et Haïda. Kwakiutl, K-W-A-K-I-U-T-L, Tlingit, T-L-I-N-G-I-T, Haïda, H-A-I-D-A. La Colombie-Britannique, c'est Vancouver, si vous voulez, au Canada. C'est la côte ouest, pas très très loin des États-Unis. Et pour ceux qui ont quelques représentations de ces cultures amérindiennes, c'est des groupes qui font énormément de sculptures sur bois magnifiques, des bateaux avec des énormes sculptures en bois représentant des esprits, des énormes coffres blasonnés, magnifiques, qui font aussi un travail du cuivre qu'on retrouve sur tout le continent. Enfin, c'est une population assez prospère et dont les représentations esthétiques font étonnamment penser à quelque chose de très asiatique. Il se peut que ce soit pas si étonnant, mais on ne sait pas exactement comment s'est passé ce peuplement-là. Oui. Ça s'appelle comment du coup la Potlatch, Oui. P-O-T, pot, Oui. latch, L-A-T-C-H. Potlatch. Ok. Et
la dernière nation, c'est le. Tlingit. Ah, c'est. Tlingit. Ok. Oui, j'écris comme un cochon. À une époque où quand on rendait des copies, on le faisait à l'écrit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vrai. Mais maintenant, vous avez quand même souvent la possibilité de les taper. En DST, là, quand on est rentré tout à l'heure, il y a une jeune fille qui est en train de taper son truc sur ordinateur et qui l'a envoyé par mail à son enseignante. Peut-être. Je me permets une parenthèse parce que le souvenir est venu me percuter, mais c'est vrai qu'on est dans un système culturel assez particulier par rapport à l'écrit. Enfin, c'est particulier, qui a ses singularités. Et il m'est arrivé au Canada, par exemple, d'enseigner, d'avoir à corriger des copies écrites intégralement en phonétique. Par exemple, quelqu'un qui avait naturellement atteint un assez haut niveau d'études, en n'ayant jamais rempli que des QCM, pour qui on n'avait jamais imposé de barrière passant par une rédaction fluide et sans faute, et qui pouvait vous rendre une copie avec une écriture assez lisible sur 5 ou 6 copies doubles, entièrement attachée, avec un seul mot, et en phonétique, avec mon horrible accent français, évidemment, métropolitain, j'avais énormément de mal à comprendre tout, parce qu'il fallait repasser par une prononciation québécoise pour avoir la vérité du mot. Et ça vous place devant l'exercice de ne pas mépriser le propos, puisque ce qui est à juger, c'est le propos. Et que dans leur système de notation, ce que je dois juger, c'est pas la qualité d'écriture, mais ce qui a été compris et comment c'est restitué. Là où, quand vous notez, en France, on vous forme quasiment à créer une partie de la note, ne serait-ce qu'en flashant la copie, en regardant comment c'est écrit et le nombre de fautes d'orthographe au paragraphe. Là, il faut totalement s'extraire de ça. C'est pas ça qui est jugé. C'est un exercice qui est difficile pour nous. Je dis pas que c'est bien, je fais valoir la différence culturelle à cet endroit-là. Alors, donc on est au Canada, justement, en Colombie-Britannique, et on observe le potelage. C'est un système dans lequel des populations régulièrement dispatchées sur un vaste territoire se rassemblent annuellement pour une période de grande activité d'échange, de grande émulation sociale, où on fait une espèce de compétition de dons et de contre-dons. Alors qu'est-ce qu'on s'échange ? On s'échange des biens qui ont énormément de valeur, soit symbolique, soit marchande. Ces biens sont, par exemple, comme je vous disais, des coffres en bois avec une forte valeur symbolique, des objets blasonnés, mais aussi des cuillères en cuivre ou des objets en cuivre façonnés qui ont une grande valeur. Non seulement d'usage, mais aussi une grande valeur marchande, par ailleurs. Et par exemple de la graisse. La graisse de phoque ou de baleine, tiens, par exemple. La graisse ayant aussi une forte valeur économique, puisqu'elle permet de passer l'hiver. Bon. Et non seulement on se bat pour donner le plus possible, ne pas être écrasé dans la relation de don contre don, mais plutôt impressionner l'autre, écraser l'autre par l'immensité de ses cadeaux, mais pour vraiment en mettre un coup, on détruit de la richesse, directement. On brûle de la graisse, on jette par des falaises des objets ouvragés. On détruit de la richesse, dans le cadre de cérémonies d'offrande. On offre à travers la destruction.
Simplement par honnêteté intellectuelle, je mentionne qu'il y aura probablement des descriptions beaucoup plus fidèles à la réalité des pratiques Tlingit, Aïda et Kwakiut l'affaire. Là, on est obligé de se fier aux informations de seconde main de Marcel Mauss. C'est probablement assez juste, ça mériterait probablement d'être largement vérifié. D'accord ? Alors, dans ce système-là, il y a prestation sociale totale en ce sens que, pardonnez-moi, on s'échange les choses de clan à clan. Il y a fait social total en ce sens que toutes les institutions de la société sont mobilisées dans le même moment et à travers les mêmes actions. Il y a compétition, c'est-à-dire relation agonistique dans le système de dons et de contre-dons. Et pour mettre en évidence la fonction sociale de cette pratique, ce à quoi ça sert, selon la théorie des Kwakiutl, des Aïda et des Tlingit, Marcel Mauss va nous rapporter un conte qui a diverses formes, mais il en prend une forme canonique, qui est le conte de Petite Loutre. Alors, puisque c'est la fin de journée et que nous sommes fatigués, enfin moi, je vais prendre le temps du récit, de vous raconter l'histoire de Petite Loutre. Alors c'est l'histoire suivante. Il était une fois un chef de village qui avait une fille. Et cette fille, une fois pubère, partit se promener au pays des Loutres, qui était un pays dans lequel les gens de son pays d'habitude n'allaient pas trop. Et elle en revint enceinte. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Elle est enceinte, elle accouche d'un enfant. Comme il vient du pays des Loutres, on l'appelle Petite Loutre. Et la bonne nouvelle se double d'une autre bonne nouvelle. Non seulement il y a un nouvel enfant, mais encore, venant du pays des Loutres, cet enfant extraordinaire sait se changer en loutre. Ce qui promet des pêches merveilleuses. Alors on organise un grand potlatch pour fêter ça. Et on invite tous les gens qu'on a l'habitude d'avoir dans le potlatch. Tout le monde vient, c'est la fête, etc. À partir de là, c'est la grande prospérité parce que Petite Loutre ramène plein de poissons. Voilà. Il a sa spécialité, c'est le poisson. Alors vraiment, il est très très bon là-dedans. Et puis hélas, un jour, s'il pêchait le poisson, il croise un groupe d'humains qui ne le reconnaissent pas et qui le tuent, pensant que c'est une loutre et qu'on allait se faire un beau manteau de loutre le soir même. Bon. Alors, Petite Loutre reprend forme humaine, on comprend qu'il a été assassiné, et puis c'est tout. Pas de punition, pas de vengeance, pas de guerre. Un nouveau potlatch, où cette fois-ci, on n'oublie pas d'inviter les assassins. Alors comment on comprend ça? C'est très simple, c'est limpide. Ne peuvent reconnaître Petite Loutre que ceux qui ont participé au potlatch. Ne peuvent reconnaître Petite Loutre que ceux qui sont engagés dans ce système de reconnaissance réciproque. En fait, à travers la circulation d'objets, c'est la reconnaissance qui se joue. On se reconnaît comme semblable quand on fait partie de ce système de transmission d'objets. Celui qui est exclu de ce système de circulation d'objets ne peut pas reconnaître l'enfant. Et par conséquent, il n'est pas un allié. Et on peut le tuer. Voilà. Et donc là, on a littéralement, enfin c'est confondant de clarté, une pratique qui est le lieu de la reconnaissance réciproque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un objet qui est symbole, ce n'est pas un groupe d'objets qui font symbole et qui sont des lieux de reconnaissance réciproque, c'est l'échange, la circulation des objets qui délimite le groupe d'intégration, le groupe de reconnaissance comme semblable, le groupe qui se reconnaît comme semblable. Donc ici, la fonction sociale qui est mise en évidence, c'est une fonction d'intégration basée sur le partage d'un symbole, c'est-à-dire d'un signe de reconnaissance réciproque, ce signe de reconnaissance réciproque n'étant pas un objet, mais une pratique. Une pratique d'échange et de destruction de richesse.
qui a pour effet, qui n'est pas du tout présent dans le conte, et peut-être qui n'est pas premier du tout dans les mentalités, ce qui pour nous est la première chose qui saute aux yeux, c'est cette énorme dépense d'argent, cette énorme destruction de valeur. Qu'est-ce qui leur prend de détruire autant de valeur? Alors tout de suite on se dit, ouais, c'est pour qu'il n'y ait pas trop d'inégalités, c'est un effet. Ça limite les inégalités. Si le plus riche est celui qui détruit le plus sa propre fortune, parce qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir beaucoup, il s'agit absolument de dépenser plus que l'autre. En gros, chez les Trobriandais, vu qu'on ne détruit pas immédiatement de richesse, on perd de la richesse quand on échange beaucoup, parce qu'on reçoit autant qu'on a donné, mais on a dépensé de l'argent pour effectuer l'échange. Donc on brûle un peu d'argent, mais c'est... Là, dans le système de Colombie-Britannique, dans le potlatch, on détruit activement de la valeur, on détruit activement de la richesse. Ceux avec qui on détruit de la richesse forment un ensemble qui se reconnaît comme semblable, qui se reconnaît comme s'appartenant mutuellement. Voilà. En gros, le système d'échange non délimite ceux qui se reconnaissent. Alors, on va maintenant s'attarder un peu, et si j'ai un tout petit peu de temps à la fin, je reviendrai sur l'effet sociaux totaux, l'effet social total, sur l'approche comparative. Dire il n'y a d'anthropologie que comparative. Chez Marcel Mauss, il faut l'entendre avec force. C'est-à-dire qu'on s'interdit une approche qui, identifiant une structure, prétendrait la trouver partout, de manière universelle. On s'interdit aussi d'essayer d'appliquer une relation de cause à effet universelle sous prétexte qu'on l'aurait identifiée de manière récurrente. On ne cherche qu'à comparer des sociétés dans ce qu'elles ont de comparable, dans l'optique générale de rendre des comptes au sens commun sur les fonctions sociales et comment est-ce qu'on peut agir, comment une société peut avoir une action sur elle-même. Et il faut bien voir que chez Marcel Mauss, cette approche de comparaison, c'est une mise à l'horizontale, une mise à égalité de toutes les sociétés contemporaines et passées. D'abord, de toutes les sociétés contemporaines, on ne considérera aucune société comme meilleure ou moins bonne qu'une autre, en termes de socialisation, parce qu'on ne dispose pas de critères pour savoir ce que c'est qu'une excellente socialisation. Et par ailleurs, on considère que dans le passé, les sociétés ont adressé les mêmes fonctions et peuvent être mobilisées pour comparaison. Voilà. Point. Et ça donne l'impression, justifiée au demeurant, qu'effectivement, du point de vue de la qualité de la vie sociale, il n'y a pas de progrès et pas de capacité à accumuler de la connaissance. En d'autres termes, que du point de vue des fondamentaux de la vie sociale, nous apprenons peu et nous pouvons tout oublier en tant que communauté humaine. Il n'y a pas d'accumulation de la connaissance sociale. Je vais vous donner un exemple qui m'est venu hier dans une lecture complètement à côté du cours. Je lisais un petit recueil de contes de jardiniers, parce que je travaille beaucoup au jardin et j'aime bien les contes de jardiniers. Voilà. Et là, je lisais un classique chinois qui est
quelqu'un dont les textes et les contes ont été vraiment repris par le taoïsme, et qui est un penseur du IVe siècle avant notre ère, qui s'appelle Chuang Tzu, ou autrement, si on le, selon la manière dont on traduit le chinois. C'est donc voilà, un recueil de contes chinois. Et voici le conte en question qui m'a frappé. Alors, je vous alerte tout de suite, c'est un conte dont les leçons, la morale, pourraient rendre quasiment obsolètes et d'arrière-garde les combats du GIEC et de tous les groupes décroissants de France et de Navarre. C'est un truc où on est... il y a plus de 2400 ans, et on est déjà en train de prévoir tout ce qui est en train de nous arriver, dans le détail. Notamment si je pense à mes voisins immédiats dans la petite campagne où j'habite. Je parle de petite, je veux dire mon environnement immédiat. Alors voilà l'histoire. C'est l'histoire d'un disciple de Confucius. Souvent les taoïstes aiment bien se moquer des Confucéens, donc c'est pour ça. C'est un disciple de Confucius qui se promène avec sa cour de disciples dans la campagne chinoise. Alors il est très poudré, il est très parfumé, il a une très très belle robe, sa moustache est toute bien lustrée, sa barbe est toute soyeuse, il est magnifique. C'est alors qu'il aperçoit au fond d'un champ un vieux paysan qui geint, qui se plaint, qui n'est pas content, parce qu'il a une grosse cruche trop lourde, avec laquelle, comme elle est toute petite, il est obligé d'arroser un tout petit peu chaque plante avant de retourner à chaque fois à la source. Mais, trop bon et le cœur plein de générosité, notre maître confucianiste, va prodiguer son savoir au paysan. Et il va le voir, ils ont un échange, une dizaine de minutes, et le beau maître confucéen remonte de là, la mine défaite, déconfite, triste à mourir, vient de se faire lamentablement humilier par ce paysan. Que s'est-il passé? Alors le conte nous explique qu'il va prendre énormément de temps avant d'avouer ce qui s'est passé, mais enfin au bout d'un moment il avoue et il dit voilà, j'ai dit à ce paysan, me permettez-vous de vous enseigner quelque chose qui vous sortira d'embarras, il m'envoie paître, bon. Et il me dit, vous les gens de la ville, vous croyez tout savoir, mais vous savez rien du tout. Tenez, je vous donne un exemple. Ma voisine, elle a 2 seaux. Un seau qui va bien, qui est tout neuf, et un seau qui perd la moitié de son eau le temps qu'elle arrive à ses légumes. Que doit-elle faire? Alors, le grand savant dit, achetez un seau neuf. Et l'autre lui dit, vous êtes un idiot. Elle est pauvre, elle est comme moi, c'est la voisine d'en face. Elle ne peut pas acheter un seau neuf. Mais ce qu'elle a fait, elle, c'est beaucoup plus intelligent. Là où son seau fuit, elle a planté des légumes. Donc le temps d'arriver, par la fuite de son seau, elle abreuve les légumes. C'est rigolo de dire ça avec une telle pluie dehors. Et puis deuxième chose, il me dit, qu'est-ce que vous me proposez? Moi je lui propose un système d'irrigation, en lui expliquant comment avec un balancier, il pourrait faire des petites irrigations dans son champ et ne plus avoir du tout à faire l'arrosage. Et là, il me répond, vous êtes une andouille, si je fais ça, si je me mets à équiper mon champ, à chercher l'efficacité, la rentabilité de ma plantation, que vais-je faire? Je vais m'endetter pour chercher à acheter du matériel. Je vais rentrer dans un combat contre la nature. Je vais rentrer dans une forme d'exploitation un peu brutale, comme ça. Je vais m'exposer au dérèglement, à tout ce qui nous arrive. Et surtout, je vais produire des choux dégueulasses. Ma contrainte à moi, ma petite cruche, me force à aller arroser chaque chou comme il en a besoin. Vous voyez? Et donc là, on se dit, c'est marrant, c'est un classique de la littérature chinoise, qui explique clairement, et pas dans les îles Mouk-Mouk, enfin un endroit isolé dans lequel on pourrait imaginer qu'une sagesse serait restée isolée. Donc, qui explique dans un contexte culturel, qui se connaît lui-même, qui se connaît dans la durée, quels sont les effets du productivisme. Voilà. Quels sont les effets délétères du productivisme qu'on subit de plein fouet. Voilà. Et c'est pas comme si la Chine n'était pas particulièrement touchée aujourd'hui. Peut-être que vous savez qu'en Chine, ils ont un problème massif. Il n'y a quasiment plus d'insectes pollinisateurs. Parce qu'ils ont décidé de les détruire massivement. Donc ils ont d'énormes problèmes
de fertilité des arbres, des plantes, des fleurs, etc. Parce qu'il n'y a plus d'abeilles, plus de bourdons. Il n'y a plus de... Voilà, parce qu'on a considéré que ça gênait, ça empêchait de planifier convenablement, on les a détruits. On a fait pareil en Occident, mais enfin peu importe, là on l'a vraiment bien réussi. Donc vous vous dites, voilà, une sagesse accumulée sur la production d'un certain comportement social, qui est bien conservée, qui concerne une population qui est, qui est la plus importante population mondiale en termes de nombre, sans aucune forme d'impact. On pourrait presque dire que c'est la population la mieux prévenue qui fait le plus de conneries. Vous voyez ? Donc, face à des constats pareils, on est bien obligé d'admettre qu'effectivement, en termes de capacité à se connaître soi-même, à se contrôler soi-même en tant que société, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de linéarité. Et le fait de savoir n'empêche rien. En d'autres termes, il n'est de réalité que sociale. On ne voit du réel que ce qu'on est capable de penser dans un paradigme social à un instant T, dans une culture donnée, etc. Vous voyez ? À partir de là, on comprend mieux la démarche de Marcel Mauss, qui consiste à traiter à égalité l'intelligence des sociétés pour adresser les différentes fonctions, aussi bien dans le présent que dans le passé. Considérant par exemple, effectivement, là, je vous le livre, Marcel Mauss ne pouvait pas le lire comme ça, hein, parce que d'abord, il n'en parle pas, et deuxièmement, parce que les problèmes écologiques n'étaient pas du tout les mêmes à l'époque de Marcel Mauss. Vous voyez ? Comment il se trouve qu'à un moment donné, une intelligence du passé se trouve beaucoup plus pertinente que quelque chose de beaucoup plus récent, beaucoup plus perfectionné, beaucoup plus... etc. etc. Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Bah alors, il faut aller boire un verre d'eau. Vous souffrez. Ça me fend le cœur parce que ma fille tousse comme ça en ce moment la nuit. Et alors, chaque fois, ça me saisit. Bon. Eh bien, dans ce cas-là, c'est fini. En sortant, vous prenez le petit papier qui est là si vous en avez besoin. Et si vous avez un doute par rapport à votre inscription dans ce cours, vous remplissez ce papier-là pour que je puisse vous rajouter à la liste. Et voilà, c'est fini.